Un livre, une voix. Roman, essai, littérature générale. Une émission présentée par Jean-Claude Perrier avec le conseil éditorial de la librairie La Procure. Bonjour à tous, bienvenue dans Un livre, une voix, l'émission littéraire de Radio Notre-Dame, présentée en partenariat avec nos amis de la librairie La Procure. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous. Bertrand Deschamps qui nous présentera tout à l'heure une sélection de 3 ouvrages soigneusement choisis dans les rayonnages infinis de La Procure. Rien que pour ça, c'est une performance. Il y a tellement de livres à La Procure qu'en trouver 3 chaque semaine, c'est déjà pas mal. Et puis Patricia Bouchenaud-Deschamps, tout à l'heure aussi, nous présentera son coup de cœur de la semaine. Alors, cette semaine, ça sera difficile d'être en rapport avec le livre de notre invité, parce que notre invité est unique et inclassable, c'est Christian Bobin. Christian Bobin qui vient nous parler de son nouveau livre qui s'appelle La Nuit du cœur chez Gallimard. Merci Christian Bobin de votre fidélité, parce que à chaque nouveau livre, vous avez la gentillesse de venir à Radio Notre-Dame pour nous en régaler, pour en régaler nos auditeurs, et on est touché par cette fidélité. C'est un plaisir. C'est gentil, réciproque. Alors, La Nuit du cœur, et puis, avant que j'oublie, il y a un autre livre vous concernant de près qui sort à l'Iconoclaste. Donc, c'est un peu un livre collectif, mais donc dont votre ami Dominique Panier, qui est aussi poète, a rédigé le corps du livre, si j'ose dire. Ça s'appelle L'arrière-pays de Christian Bobin, qui est un joli titre. C'est donc à l'Iconoclaste, et c'est un peu, on peut pas dire un résumé, mais c'est un peu une promenade à travers votre parcours à la fois biographique et littéraire, avec des documents, des photos, et puis cet exercice que vous aimez tant, qui est une espèce de calligraphie. Oui. Voilà, vous aimez bien à la main, presque orner certains livres de pages manuscrites. Oui, j'ai confié ça a été ma seule participation à ce livre. Que j'ai laissé se faire sans moi. J'ai bien sûr donné mon accord, mais ma participation était de confier des pages de carnet ou de brouillon. J'ai un rapport, j'enlève le presque, un rapport militant à l'écriture manuscrite, à la mesure de son effacement progressif du monde. C'est votre côté rebelle. Oui, si vous voulez. Mais ça se développe, cette pratique, parce qu'il y a de plus en plus de vos livres où vous glissez de l'écriture manuscrite. C'est vrai. Je sais pas alors, comme écrivain, je sais pas de plus grand plaisir, de plus grande sensation que la calligraphie, presque c'est pour moi écrire est presque un geste de peintre. J'ai un plaisir, ma main droite a un plaisir physique et me le communique à aller sur la page blanche, à sentir la pointe du feutre comme ça qui va sur cette page blanche, à rayer, à couvrir les pages, et c'est quelque chose que je pense un écran ne me donnerait pas. Mais vous les recopiez après, parce que les manuscrits qu'on publie, il n'y a pas tellement de rature ou pas de rature. Il y a relativement peu de rature. D'accord, donc c'est le manuscrit original. Vous le recopiez pas après comme on faisait, non. Ou comme faisait Jean Genet pour vendre plusieurs fois ses manuscrits. Non. D'accord, mais c'est intéressant dans le monde qu'on vit, effectivement, ce côté à rebours de Christian Bobin. Parce que vous savez, l'écriture manuscrite, c'est comme la main, c'est comme le sismographe, c'est-à-dire que les tremblements de terre de l'esprit, de l'âme, ou appelez ça comme vous voulez, se transmettent très bien à la main et au stylo, et en l'occurrence au feutre. Et je suis moi toujours ému quand je vois une écriture une lettre, par exemple, d'écrivain des anciens temps, comme on peut dire, parce que je vois, c'est comme voir un visage. C'est exactement le visage de la personne, son écriture. Et c'est quelque chose que je trouve très précieux. Et en voie d'extinction, évidemment. Donc. Oui. Alors, La Nuit du cœur, ce qu'il y a d'épatant avec vous, c'est que chaque livre est à la fois extrêmement cohérent avec le précédent, et en résonance et en harmonie, et à chaque fois différent, soit dans le fond, soit dans la forme, soit dans les deux. Et là, j'avoue que vous m'avez estomaqué, parce que je me suis dit, voilà, ce Christian Bobin passe une nuit dans un hôtel, l'hôtel Sainte-Foy à Conques, chambre 14, c'est très précis, juste en face de l'abbatiale du XIe siècle de ce village de l'Aveyron, et paf, ça lui inspire un livre. Oui. C'est quand même magique, je veux dire, parce qu'on a tous dormi dans des hôtels, et ça nous a pas inspiré forcément un livre. Mais Christian Bobin, Christian Bobin est unique. À certaines heures, si je puis dire, c'est la totalité du temps passé sur cette terre qui vient se rassembler, se recueillir. Pourquoi ? Je ne saurais pas bien l'expliquer. Le séjour à Conques a été bref,
mais la saisie que ça m'a donnée continue même encore aujourd'hui. Je peux pas, je reste en grande partie dans l'ignorance de ce livre, de ce qu'il est, d'où il est venu. J'ai été bouleversé. Moi, il y a des choses, on parlait d'écriture manuscrite, il y a aussi quelque chose à quoi je tiens dans ce monde, parce que je l'éprouve ainsi, c'est la circulation entre les présents et les absents, entre ceux que l'on prétend morts et ceux que l'on prétend vivants. Je pense que il n'y a pas de cloison étanche entre les uns et les autres. Et j'ai eu la quasi-certitude sensuelle, psychique, spirituelle, de mettre ma main sur l'épaule d'un tailleur de pierre du XIe siècle. J'ai compris ce que c'était que ces gens, et j'ai compris qu'ils étaient nos frères. J'ai compris qu'il n'y a aucune muraille d'un vivant à l'autre, aucune muraille. Vous savez, c'est en 89 que la muraille, le mur de Berlin. Le mur de Berlin est tombé, mais en fait le vrai mur demeure mis en place peut-être depuis la dernière guerre. Le vrai mur demeure qui est mis dans les psychés entre nous-mêmes et notre propre vie. Alors on a l'impression que cette abbatiale, elle vibre encore, vous êtes en résonance avec elle, oui. Et qu'en fait, comme vous le disiez, ça a déclenché un certain nombre de choses, parce que c'est pas un livre sur l'abbatiale de Conques, c'est pas du tout un livre d'érudition, ni d'archéologie, ni d'histoire. Il y a un certain nombre de personnages et de thèmes qui sont des thèmes du reste de votre œuvre. Vous y parlez de votre famille, notamment de votre père, qui vient régulièrement dans vos livres depuis quelques années et de plus en plus. Vous parlez du passé, vous parlez des fantômes, vous parlez de la vie, de la mort, un peu de Dieu. Enfin bon, c'est un livre extrêmement riche, mais dont chaque chapitre fait référence explicitement à cette abbatiale de Conques qui était sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou qui est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est par hasard, j'imagine. Non, elle est devenue, mais malgré moi, elle est comme devenue ma baleine blanche, mon Moby Dick. C'est-à-dire que cette petite abbatiale dans un coin perdu de France, est tout d'un coup elle est comme une ruche, si vous voulez. Toutes les abeilles de mes pensées se sont précipitées dedans et continuent d'y revenir encore aujourd'hui. Comme une ruche ou comment je pourrais dire, elle est comme un aimant. C'est-à-dire qui attire, qui est solidaire des parties éparpillées du songe et des espérances un peu en miettes et un passé incertain. Tout d'un coup, tout c'est comme à trouver une cohérence en se heurtant, en se rassemblant contre ces pierres et surtout contre le vide qu'elles protègent, contre le grand silence, le grand puits de silence qu'elles ouvrent. Alors il y a une particularité dans cette abbatiale, c'est que c'est pas tout à fait un hasard. Donc l'abbatiale de Conques a été ornée de 104 vitraux par quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous connaissez, qui est le peintre Soulages. Oui. Donc, je suppose que c'était aussi pour ça que vous êtes allé à Conques, pour voir in situ les vitraux de Soulages. C'est ça. En fait, la visite a eu lieu en 2 fois. La première fois a été une visite aveugle. Je me suis trouvé dans cet endroit pendant un été, de façon encore plus brève, et accompagné par quelqu'un qui avait un souci. Le souci, rien n'est plus contagieux. Et le souci de cette personne proche est entré en moi et a scellé mes yeux. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à voir. J'ai senti qu'il y avait quelque chose là dans cet endroit, mais pour ne pas peser sur celui qui m'accompagnait, j'ai rendu cette visite très brève. Parce que je sentais qu'elle pesait à celui qui était là, parce qu'il était pris par autre chose. Et moi, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose là qui méritait peut-être que j'y revienne. Et quand j'y suis revenu, effectivement, c'est tout simplement... c'est comme si je m'étais attendu moi-même. C'est comme si je m'étais ouvert les bras. Et vous vous étiez laissé... C'est comme si je m'étais laissé là-bas, oui. avec un rendez-vous non formulé, mais très précis au fond. Et pour ce jour-là de l'été, pour cette nuit... Et il y a une grande respiration qui est venue, une joie qui ne peut que s'écrire, puisque c'est la matière même pour moi de l'écriture.
Alors 104 vitraux de Soulages égale 104 chapitres au livre. C'est ça. Comment l'idée vous est venue? Il n'y a pas un lien direct entre chaque vitrail et chaque chapitre. Non. Vous ne nous racontez pas le vitrail. Non. Ça commence comme ça, c'est très matériel. Je rentre, d'abord je ne vais pas là-bas pour faire un livre. J'ai pas idée de faire un livre. Je prends pas de notes. J'ai pas de carnet, j'ai pas de choses comme ça. Jamais ou spécialement cette fois-là? Oh, jamais. Et les quelques carnets dont on voit des pages dans l'arrière-pays, ils ont comme caractéristique d'avoir été commencés et de s'arrêter très tôt. Leur vie de page blanche est très grande. Et leur sommeil est très grand. Donc pas d'écriture, pas de désir d'écrire. Je reviens pendant une semaine, rien. Je ne cherche rien. Et puis tout d'un coup, je m'assois, c'est un matin, je m'assois à une table comme de bois, de chêne, dans la maison, en bas. Et puis j'ai une page blanche, comme je vois ici, à mon côté. Et une première phrase vient. Et je l'écris, je ne comprends pas bien, je l'écris et puis tout le chapitre vient. Le tout durant une demi-heure à peu près. Dans la même journée, un peu plus tard, un deuxième chapitre est venu, puis ainsi de suite. Ça a duré 4 mois. Et c'est ce que j'appelais dans ma tête des visites. Alors, vous avez une très jolie phrase, vous dites « Tout ce que je touche se change en encre ». Oui, c'est une sorte de maladie. Vous avez du bol. non, je trouve que c'est pas une maladie, c'est une chance folle. Donc tout ce que je touche se change en encre, ce qui est quand même très beau. Oui. Donc là, on est dans le processus d'écriture. Donc ça a fonctionné encore cette fois-ci. C'est ça. Avec aucun plan, aucun projet, et je ne savais pas où j'allais. Et pour répondre à votre question, c'est au milieu à peu près que j'ai pensé que ça ferait 104 chapitres. Parce que je savais qu'il y avait 104 vitraux. Que vous appelez des anges en plus. Oui. Ce qui est très beau. Oui. On s'y voit déjà, même si on ne connaît pas. Oui. On se souvient une fois, nos auditeurs doivent s'en souvenir, que vous nous aviez décrit un tableau de Soulages à la radio. On en a encore gardé un souvenir ému. Et très précis. Très précis, parce que décrire un Soulages, même quand on le voit, c'est déjà pas évident, mais alors à la radio, c'est franchement une performance. Bravo Christian Bobin. On va revenir à vous dans un instant. Bertrand, alors, là, la barre était placée très haut. La barre est toujours haut, mais la barre est très haut avec Christian Bobin. C'est tellement agréable de chroniquer des livres avec Christian Bobin. Je me souviens de votre œil déjà vif, comment il s'était allumé la première fois que nous avons évoqué ensemble Jean Grosjean. Oh là là, mon Dieu. Oui. Eh bien, j'espère qu'il en est de même pour Marguerite Yourcenar, à laquelle je vais donner une chronique puisqu'il y a une actualité de publication. Et puis surtout le premier livre dont je vais parler qui s'appelle Revenir à Yourcenar. On va essayer juste rapidement de le décrire à la radio parce que c'est un livre pour Christian Bobin, pas plus de 30 pages, vélin d'arche, et il faut un coupe-papier pour le lire. Et donc c'est tellement pour vous que je vais vous l'offrir après vous avoir dit ce dont il s'agit. Christian Bobin qui a commencé sa carrière d'auteur dans des maisons comme ça, confidentielles. Et qui continue à en donner un de temps en temps. Oui, il y a un côté bibliophile. Donc là, ça s'appelle Revenir à Yourcenar. On le doit à une jeune femme qui s'appelle Ethel Adnan. Il y a 2 parties dans ce livre, un texte qu'elle avait écrit au moment de la mort de Yourcenar, et puis un autre texte qui s'appelle Le Retour d'Adrien, où elle imagine l'empereur Adrien revenant et jetant un œil nouveau sur le monde méditerranéen. Ce texte est une petite merveille, donc Christian Bobin, je vous l'offre. Merci beaucoup. Et puis Yourcenar, toujours avec la parution d'un très bel album chez Flammarion qui s'appelle Marguerite Yourcenar, portrait intime, avec des photos magnifiques de tous les lieux de Yourcenar, aussi bien la maison du Mont-Noir où elle a vécu une partie de son enfance, que sa maison magnifique qui est, pour l'avoir visitée, une des plus belles maisons d'écrivains qu'on puisse visiter, sa maison de Petite Plaisance dans le Maine, aux États-Unis. Il y a plein de photos, en particulier de la célèbre machine à écrire, puisque Yourcenar écrivait en jardinant dans sa tête ou en cuisinant, et quand tout était prêt, elle allait retranscrire sur sa machine à écrire. Elle aussi, tout ce qu'elle touchait se changeait en encre. Voilà, c'est un point commun entre Christian Bobin et Marguerite Yourcenar. Et enfin, Marguerite Yourcenar, on la retrouvera dans le 3e livre dont je voulais vous parler, puisqu'elle fait partie des 20 auteurs, écrivains, artistes qui sont dans l'album Radioscopie que publient les éditions du Sous-Sol à l'occasion des 50 ans de cette émission mythique.
J'aurais rêvé, Christian Bobin, que vous fussiez radioscopé par Jacques Chancel. Je pense que ça aurait donné une émission absolument magnifique, pleine de silence et d'interrogations. En tout cas, on retrouve Yourcenar et plein d'autres, Adjani, Truffaut, dans ce très beau volume qui est accompagné d'un CD. Parfait. Radioscopie, Jacques Chancel, Sous-sol, aux éditions du Sous-sol, Marguerite Yourcenar, Portrait intime, aux éditions Flammarion, et Revenir à Yourcenar, petit livre magique aux éditions L'Échoppe. il y a un trafic de livres dans le studio, chers auditeurs, je ne vous en parle pas. Alors, Patricia. Alors, impossible de rivaliser avec Christian Bobin. Juste un petit lien, une couverture qui n'est vraiment pas la plus jolie partie de ce roman, qui est donc d'Alain Jaspard, le premier roman du réalisateur Alain Jaspard, qui est connu pour des réalisations pour enfants, Tom Tom et Nana, le proverbe de Marcel Aimé ou les contes de la rue Broca, et qui se lance dans l'écriture. Et ça donne quoi ? Ça donne Pleurer des rivières, paru chez Héloïse d'Ormesson, que ça vient de paraître au mois de juillet. C'est le titre d'une chanson de Boris Bergman, interprétée par Victor Laszlo, et ces torrents de larmes, ce sont celles qui sont versées par Séverine, une auteure à jeunesse à succès qui ne peut pas avoir d'enfant ou qui ne peut plus avoir d'enfant. Que cache ce livre ? Eh bien, deux mondes, celui de l'ère des gens du voyage qui est à Argenteuil, avec des incursions dans le Midi, au Sainte-Marie-de-la-Mer, à Marseille ou en Bretagne, le monde des manouches et des gitans. Pas n'importe lesquels. On découvre qu'il y a une aristocratie chez les gitans et un racisme incroyable. Ici, nous sommes chez les Yéniches, une tribu de nomades en provenance d'Allemagne, des juifs, vraisemblablement juifs ashkénazes, parlant yiddish et jouant de l'accordéon. Rien à voir avec ceux du sud de l'Europe, ceux de l'Est, et surtout pas les Roms. Mais tout ça, ça vit ensemble. On a Franck, le ferrailleur, père de famille de 7 enfants, intègre, Samy, le copain qui porte la poisse, Myriam, la ravissante épouse, blonde aux yeux clairs, et 7 enfants, un 8e qui s'annonce. Quel lien avec le 17e arrondissement de Paris, Julien, un brillant avocat, qui parle comme tous ces paumés pour qui il est commis d'office tous les mardis, et Myriam, sa compagne, brillant auteur qui cache un certain nombre de misères. Eh bien, entre Franck et Julien, des amoureux fous et généreux, entre les gitans cathos et les bourgeatés, eh bien, il naît une histoire assez improbable, peu croyable et à laquelle on a envie de croire. Mais qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre, Patricia ? Et qui, finalement, me touche profondément parce qu'on découvre deux mondes qui ont plus d'un point en commun et une curieuse morale quand on fait du bien. Où est le mal ? Finalement, la détresse de nombreux visages, quel que soit le milieu, eh bien, il y a ici une écriture, un regard rempli de bienveillance, drôle, avec des dialogues souvent crus, un peu à la Audiard, une écriture au vitriol terriblement efficace, d'où surgit une certaine forme de poésie. Ah, Alain Jaspard. Les Pleurer des rivières, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci. On revient à vous, Christian Bobin, avec donc, j'oubliais le titre, La nuit du cœur, pourtant c'est très très beau. Donc, on parlait de la façon dont ce livre est venu. Vous dites à un moment, une autre formule, ce livre est un combat entre moi et moi. Qu'est-ce que vous entendez par là, si j'ose dire ? Je crois que l'écriture, c'est un travail éthique, au fond de même que la vie d'ailleurs. Je ne sépare pas l'écriture le fait d'écrire et le fait de vivre. Je pense que tout ça consiste simplement en un lent et patient travail sur soi pour écarter ce qui nous encombre, ce qui nous empêche de voir, écarter ce qu'on croit savoir, ne plus chercher même, parce que notre façon de chercher est déjà orientée et est déjà modelée. Ne plus chercher, se rapprocher de l'instant où enfant se tient devant une fenêtre à espérer la venue du premier flocon de neige, se rapprocher de cet instant-là
où notre petite personne ne sert plus à rien, n'est plus embarquée dans aucune fonction, n'a peut-être même plus de famille, ne répondra pas aux appels pour venir à table et est au bord, en lisière de l'ennui, se rapprocher de cet endroit, de cet instant où une sorte de miracle apparaît. Le miracle, c'est juste la certitude renouvelée d'être vivant, donc mortel. Et c'est là que l'écriture est possible, du coup. Quand vous vous êtes oublié d'une certaine façon. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, il faut effacer. Il faut que j'efface... il faut que j'arrête de faire venir sur la page peut-être une trop grande gentillesse, un peu facile, une complaisance de certaines images. Il faut pas que quelque chose revienne qui aurait déjà été dit exactement de la même façon. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait du neuf. Il faut que je sois le premier surpris. Mais ça, vous le savez pas d'avance. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez écrit exactement? Non, je le ressens à certains moments. Et puis, c'est comme c'est une pratique du berceau, l'écriture. C'est toujours revenir au premier temps. Je suis très touché par... C'est un point commun aux peintres qui arrivent à un grand âge, comme le peintre Cusaille ou quelques autres, ou Matisse. Si vous regardez leurs carnets, leurs confidences, si vous écoutez leurs confidences, il y a toujours un moment où, dans le très grand âge, le peintre va dire j'espère un jour commencer à peindre. Je pense que je vais arriver peut-être à peindre. Formidable humilité. Voilà. Vous avez rencontré Soulages, il dit ça aussi? Oui. Ça m'étonne pas. Oui. Car vous avez eu le privilège de le rencontrer, finalement. Oui. Plusieurs fois, oui. Comment on dialogue avec Soulages? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'il y a un vrai dialogue? On etc. l'écoute d'abord avec respect et amitié. Et amitié, c'est un homme d'une simplicité romane. C'est un homme ça tombe bien avec votre abbatiale. Ça tombe bien avec le travail qu'il a fait avec Conques, les vitraux de Conques. C'est un homme de l'âge roman. C'est ce genre d'homme très droit, un peu massif, impressionnant de stature et surtout d'une probité et d'une simplicité stupéfiante, sidérante. Et ce n'est pas celui dont le nom circule autour du monde sans jamais s'éteindre, jour et nuit. C'est pas celui-là qu'on rencontre. C'est si on sait voir, on rencontre juste un humain. Et c'est très rare. De rencontrer un humain. Vous avez dû bien vous entendre. Oui. Alors, dans l'autre livre, donc celui qui s'appelle donc L'arrière-pays, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un titre de Yves Bonnefoy. L'arrière-pays, c'était un livre, vous savez, que Yves Bonnefoy avait consacré à la peinture, oui. Où il allait chercher comme ça des oui. choses derrière les choses. C'est voulu par Dominique Pagné, vous le saviez, ou c'est un hasard? Je pense que ça, c'est le choix de Dominique Pagné, l'auteur de la biographie, mais je crois qu'il était question, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais d'entamer une collection. D'accord. Avec comme principe que l'auteur ne soit pas encagé dans lui-même, bouclé sur son narcissisme, mais offre à voir des gens qu'il aime et qui, même quand ce sont des auteurs connus, donnent un angle sur eux, redonnent un appétit, parce que les classiques, parfois, ce qu'on appelle les classiques, comme Dostoïevski, comme est déjà devenu Sioran, on a tendance à les muséifier, c'est-à-dire on les admire d'une façon morne, paradoxalement. Et donc, ce que je souhaitais dans ce livre, c'est qu'il y ait une part grande faite à d'autres écrivains, et que si on les aime, ce soit d'un amour tremblé, vivant. Mmh. Oui, effectivement, il y a un peu votre panthéon littéraire. Rimbaud, Junger, Borges, Michaud, Sioran, votre ami Jean Grosjean. Oui. C'est un peu la bibliothèque idéale de Christian Bobin aussi.
Ah oui. Enfin, idéal au sens, elle existe. On peut reparler de Jean Grosjean. oui. On fera une émission spéciale. Oui, on fera, moi je veux bien. Je voulais vous amener sur Yves Bonnefoy aussi, parce que c'est quelqu'un que peut-être vous avez lu, ou que sûrement vous avez lu. Que je connais mal. Oui, mais il y a des résonances aussi. Un peu que je connais mal. Oui. Il y a une belle note de lecture de Jean Grosjean sur Yves Bonnefoy. Il y a rarement de hasard. Est-ce que vous savez, parce qu'on est toujours surpris, mais peut-être là on aura des pistes, est-ce que vous savez sur quoi portera votre prochain livre? Est-ce que vous y travaillez déjà? Est-ce qu'il y aura un déclic? Est-ce que vous avez un voyage de prévu? Non, j'attends quelque chose, mais j'attends sans attendre. Tout en attendant. Oui, tout en attendant. Voilà. C'était facile. Voilà. C'était facile, mais inévitable. Mais ça marche. Il y a un rythme, Christian Bobin aussi. On a l'impression que vous travaillez tout le temps. En n'ayant pas l'air de jamais travailler. Écoutez, l'épouvantail au milieu du pré, on va dire qu'il travaille tout le temps. Parce qu'il est sous le cagnard, il est sous le soleil, son chapeau, il ne l'enlève jamais, ses bras, il les tient toujours ouverts. Eh bien, je suis à peu près dans cet état de l'épouvantail. On pense à vous, à l'épouvantail du Creusot, derrière sa fenêtre, qui contemple la nature et qui va nous écrire un autre livre. Merci Christian Bobin d'être venu. Et qui attend les oiseaux. On vous réinvitera si vous voulez bien venir nous voir pour le prochain livre. Merci Patricia. Bouchenaud Deschamps pour ce coup de cœur. Merci Bertrand Deschamps et à la semaine prochaine.